Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le canapé d'un monde de jeux pour passer un très bon moment avec Christian Lemay. Bonjour Christian. Bonjour messieurs, vous allez bien? Bon, très très bien, on est ravis de t'accueillir au chalet. Et puis avec Sylvain, bonjour Sylvain. Bonjour. On est très content aussi que tu aies fait le déplacement parce que sacré bout de chemin quand même pour venir. C'est long à la nage. Ouais, mais t'étais en jet ski tu m'as dit. Ouais, c'est mon entraînement du matin. Mais donc, je suis de passage en France et puis je voulais vraiment en profiter pour venir enfin dans ce fameux chalet dont on entend tant parler en bien. Rappelle-nous d'où tu viens. Oui, je demeure à Montréal, donc ce n'est pas un gros rhume, c'est vraiment l'accent avec lequel je parle tous les jours. Nous avons une télévision devant nous, nous allons diffuser des images sur cette télévision et tu auras l'occasion dans ce format de réagir. Je vais t'envoyer sur mon téléphone régulièrement des petites images. Voilà le logo du Scorpion masqué. Alors ça c'est un logo qui date un petit peu quand même. Oui, donc là les gens voient Alors ils voient tout, tu vois, il n'y a pas de caméra derrière, mais nous avec un habile trucage, on fait comme si la télé était filmée la magie du et montage. que c'est les bonnes images que vous voyez Et évidemment dis-toi aussi devant qu'on peut votre mettre ce écran. qu'on veut comme image du coup. Là, celle que tu vois toi, c'est peut-être pas celle que les gens voient. Donc si tu vois une image un peu choquante, les gens ne la verront pas. Donc tu évites de rire, fais comme si de rien n'était. Parfait, je vais garder mon sérieux. J'avais pas cette idée, mais là je vais essayer de trouver des trucs. Donc on a là le tout premier logo du Scorpion masqué. On remonte en septembre 2006, alors que j'étais toujours professeur de littérature et que je n'avais aucune notion de direction artistique, de graphisme, Tu l'as fait toi-même? Bah, souvent, Non, pas moi-même. J'ai engagé quelqu'un qui était graphiste, oui. Mais je le dirigeais et puis, j'ai fait un truc qui m'apparaissait amusant à l'époque. Je le revois aujourd'hui, c'est beaucoup trop chargé, trop précis. Ça fait jeu de rôle en fait. Tu vois, oui. c'est les logos de jeu de rôle de toutes petites boîtes qui à la limite quand on les voit on se dit ah ça c'est un truc qu'on trouve pas facilement. Ça s'adresse aux amateurs, aux connaisseurs. On voit qu'ils n'ont pas de budget là-dedans. J'aime bien ça. Oui, alors on est exactement là. Et la meilleure des anecdotes, c'est sans doute celle-ci. Donc, Philémon, mon garçon, alors qu'il avait 5 ou 6 ans, donc peu avant qu'on change de logo, on lui demande tu sais à quoi on reconnaît un jeu Scorpion masqué, Philémon? Et il dit ben oui, ce sont les boîtes sur lesquelles il y a un petit dessin de homard. Nous, on a une belle collection de jeux du Scorpion masqué. On en a quelques-uns qui ont l'ancien logo. Je suis en train de regarder, pas tant que ça. Ah, la vieille chasse aux monstres. La chasse aux monstres. Le petit logo, la vieille chasse aux monstres. Parce qu'il y a une nouvelle édition de la chasse aux monstres. En fait, même ça, c'était la nouvelle vieille nouvelle. Donc, il y a eu une première édition dans une boîte rectangulaire dès 2009. Donc, ça veut dire qu'en 2008, j'ai signé un auteur pas trop connu, Antoine Boza. Un petit jeu de mémoire coopératif. Ouais. Il venait tout juste de sortir à l'époque, oui. Ghost Stories, tout juste. Donc, ça commençait. Il avait fait Chabyrinthe aussi. Et cette première édition a duré 5 ans dans le format rectangulaire. Et ça, ici, ça a été co-réalisé avec nos amis de Grana, qui sont des Polonais et qui ont bon goût, en fait. On a fait une édition spéciale avec eux qui, finalement, a supplanté l'ancienne édition. Là où il y a la boîte placard, parce qu'avant, il n'y avait pas ce petit dispositif de boîte placard. Parce qu'on va chasser les monstres et les envoyer dans le placard pour pouvoir passer une bonne nuit de sommeil. Et 2 ans plus tard, en 2016, nous avons refait nos propres illustrations, mais toujours en conservant cette idée de boîte placard. On a voulu... ça ici, ça fait très littéraire, très livre pour enfants, mais on a voulu quelque chose d'un peu plus moderne avec de la 3D. Donc, des illustrations qui ressemblent davantage à ce qu'on voit à la télé quand ils regardent les émissions pour enfants d'aujourd'hui, en fait. Alors, dans cette émission, on va parler des nouveautés. Je te propose quand même qu'on commence par ces nouveautés, en parler un petit peu de ce qui va arriver chez le Scorpion masqué. Et dans la deuxième partie de cette émission, mais vous le savez, vous la connaissez très bien, on va s'attarder un petit peu plus sur le côté affectif des jeux, l'histoire de la maison d'édition et tous les aspects qu'on aime et que vous aimez également, vous nous le dites à chaque fois dans les commentaires de l'émission. Dans les nouveautés, il y en a une première qui est arrivée et qui s'appelle 0 à 100 et qui est déjà disponible à l'heure où nous enregistrons cette vidéo, c'est déjà en boutique.
C'est votre jeu de l'été d'une certaine manière. Oui, oui, on a fait ça l'an dernier avec Olé Guacamole, Oui. qui fonctionne drôlement bien. En fait, on réimprime jamais assez vite pour fournir à la demande. C'est vrai. Oui, oui, vraiment, ça a été une belle surprise. Évidemment, je crois beaucoup au jeu quand je le signe. Je l'aime, on espère toujours que ça fonctionne. Et puis, ça a surpassé nos attentes, Olé Guacamole. Et cette année, on revient avec un autre jeu qui a aussi une forme particulière pour la boîte. Parce que Olé Guacamole, c'était une forme d'avocat. Oui. C'était un petit jeu de lettres, d'une certaine manière, de vocabulaire également. Cette fois-ci, c'est un jeu dans lequel on va devoir placer des cartes avec des définitions dessus. Ça s'appelle 0 à 100. C'est signé Antonin Bocara en fonction d'une cible, d'un nombre cible qui va correspondre plus ou moins avec les petites définitions, les petites phrases que l'on voit écrites sur les boîtes. On a un exemple sur les cartes exactement. Il faut cibler le nombre 96. Quelle est la carte qui correspond le mieux? Combien d'épisodes compte la série Game of Thrones, par exemple? Combien de mètres de haut pouvait mesurer au maximum un Tyrannosaure Rex? Vous voyez les autres, on les lit, on choisit la carte qui correspond le mieux. Et on essaie d'être le plus proche possible de cette cible. Et évidemment, ce que je n'ai pas dit, et ce que tu allais me couper pour le dire, c'est que c'est un jeu d'équipe. C'est un jeu d'équipe, c'est un jeu d'ambiance, et j'essaie de faire un peu de pouce sur le truc que tu as dit, le jeu de l'été. Oui. Parce qu'il y a un peu de ça, le jeu que tu traînes et que tu apportes pour l'apéro, sur la terrasse, dans un bar. Et le jeu qui est très petit, mais en termes de règles aussi. Olé Guacamole, je te dis, donne-moi un mot qui ne contient aucune de ces lettres. Et voilà, tu sais jouer. 0 à 100, allez, laquelle de ces questions a la réponse qui s'approche le plus de 96? Tu sais jouer. Ouais. C'est extraordinaire de dire en une seule phrase, tu es prêt à lancer une partie. Et ça, pour moi, je trouve ça extraordinaire de pouvoir proposer ce genre de jeu aux gens. Et on s'est amusé beaucoup parce que les deux jeux aussi sont des contre-pieds de trucs qu'on a beaucoup vus. Donc, dans ce cas-ci, le jeu de connaissances pour ceux qui n'en ont pas, on peut quand même, un petit peu, il faut en avoir un petit peu parfois. Enfin, moi, souvent, je suis pas loin, je gagne à chaque fois, donc vous voyez. Et justement, allez voir la vidéo qu'on a tournée sur ce jeu et vous verrez les dires de Martin. C'est pas nécessaire. Est-ce qu'il t'as pas gagné? Non. C'est pour ça que j'invite les gens à aller voir cette vidéo. Et Olé Guacamole, il existe des centaines de jeux dans lesquels vous devez composer des mots à partir de lettres imposées. Oui. Là, cette fois-ci, on vous dit, voici les lettres que vous n'avez pas le droit d'avoir, et c'est tout. Et ça fonctionne drôlement bien aussi. Donc, les deux jeux, une phrase et un contre-pied d'un genre bien connu. C'est ce qu'on aime proposer. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on s'attende chaque année à cette période, un petit peu avant l'été, à un jeu de ce type-là, justement? Alors, je vais essayer de faire une grande phrase, moi aussi, là, comme d'autres éditeurs savent bien les faire. Oui. Mathieu Dipnou. Donc, un éditeur, il est à la merci des jeux qu'on lui propose. Oui. C'est-à-dire que si pendant 5 ans, on ne me propose aucun bon jeu, ou en tout cas aucun jeu que je trouve digne d'être publié, on est un peu dans la merde. Ouais. Sauf que, je ne sais pas si c'est l'univers ou quoi, mais on reçoit chaque année des jeux qui cadrent quand même bien avec la plupart de nos gammes. On a généralement un bon jeu pour enfants qui nous est proposé. Là, ça fait 2 années de suite qu'on a un bon jeu d'été, appelons-le comme ça, qui nous est proposé. Alors, on ne peut pas le promettre et jamais, je ne suis pas celui qui dit, bon, on a une gamme ou 3 gammes et chacune de nos gammes, on doit absolument sortir un jeu dans cette gamme-là, quitte à prendre le moins pire de ceux qu'on nous propose. Je préfère ne pas faire de promesses parce que tu n'as pas le jeu qui te convient vraiment, plutôt que de dire chaque année, vous aurez le jeu de ce type-là. Ouais. Je ne crois pas que c'est pas une mauvaise façon de faire parce qu'il y a plein d'écoles de commerce sans doute qui vont t'enseigner à développer ta gamme, ton identité et à être régulier. Je n'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de croire et vraiment d'aimer sincèrement chacun des jeux que je publie. Donc, mais on aimerait bien, oui, poursuivre pour répondre à la question originale parce que en même temps, il y a des avantages. La communication est un petit peu plus facile. Il y a une forme de réputation qui s'installe. Puis, le petit jeu de l'été Scorpion Masqué, tu te souviens, il y a 2 ans, on s'est amusé. L'an dernier encore. Alors, cette année, qu'est-ce qu'il nous réserve? Ok. Et le boitage est très original sur ces 2 jeux. L'avocat, ici, la cible, que l'on voit. Donc, on est curieux de découvrir le prochain jeu de l'été pour voir si on a de nouveau une boîte très originale. Et tu as déjà une piste pour l'année prochaine? Oui, on a une très bonne piste. Avec Antonin, probablement, encore l'auteur de 0 à 100.
Ça, c'est votre première nouveauté. On va passer à la seconde nouveauté qui, à l'heure où nous enregistrons, n'est pas encore parue. Ça paraît quand d'ailleurs, Turing Machine? C'est un jeu qui va sortir en octobre. Et exceptionnellement, Scorpion Masqué devrait être exposant cette année à SN parce qu'on a un jeu qui cadre bien avec le public SNien, si je peux me permettre. Oui, un peu spécialiste. Un peu plus joueur, un Ouais. peu plus spécialiste. Oui, parce que du jeu d'ambiance, c'est pas le meilleur endroit à SN pour vendre ce genre de choses. Ah non, c'est pas du jeu d'ambiance, mais si, il y a une ambiance particulière. C'est pas si complexe en réalité, ce jeu qui est signé par Fabien Gridel et Johan Levé, qui est un jeu de déduction un peu magique, avec un matériel très original dans la boîte, qui va vous faire quelques petits nœuds au cerveau, mais je dis ça avec affection, parce que c'est des nœuds qu'on a envie d'avoir en réalité. On a envie de se creuser les ménages, de se concentrer pour essayer de faire une déduction en analysant les différents paramètres. Quand on trouve la bonne réponse, il y a un petit côté, mais vraiment euphorisant. J'ai trouvé, le fameux j'ai trouvé, qu'on peut avoir parce qu'on a bien réussi à renouer les fils du mystère. On va le trouver dans ce jeu et c'est pas si courant. Oui, donc il y a beaucoup de choses avec Turing Machine. Premièrement, c'est un jeu de déduction assez exigeant. Oui. Pas parce qu'il y a beaucoup de règles. La règle tient littéralement, encore une fois, en 2 pages. Des fois, on me demande, est-ce que c'est pas un peu en dehors de la gamme Scorpion Masqué, ce genre de jeu de logique, parce qu'on en a fait assez peu. En même temps, moi, ce que j'aime proposer, c'est souvent le jeu qui fait le pont entre le joueur aguerri et le joueur occasionnel. Et ça, ici, la règle de Turing, elle tient en 2 pages. Malgré tout, malgré que c'est exigeant d'y jouer, on peut, ça me prend environ 3 minutes l'expliquer. Oui, c'est très simple. L'explication est simple. Alors, il faut vous concentrer un petit peu, mais c'est relativement simple. Oui. L'autre truc qui est vraiment extraordinaire, c'est que ce jeu exigeant de déduction et qui apporte cette satisfaction intellectuelle de faire « Ah, je l'ai eu », on y joue en 15 à 20 minutes. Oui. C'est extrêmement dense, mais rapide, ce qui fait qu'à la fin, on n'est pas épuisé parce qu'il y a d'autres excellents jeux de déduction. Je pense notamment à un jeu qui n'avait jamais été traduit en français qui s'appelle Sloot. Je vais vous l'appeler S-L-E-U-T-H. Merci. Et Sloot, ça peut s'étirer parfois et à la fin, on est un peu épuisé. Là, ici, on est plutôt galvanisé et on veut en faire une autre tout de suite parce que « Ah, mais tu m'as battu, mais je vais t'avoir la prochaine fois parce que je vais faire des meilleures déductions. » Donc, ce jeu, c'est un concentré. Vous savez ça, du jus concentré comme au congélateur et qu'on dilue. Là, ici, c'est comme si on mangeait le concentré. Et c'est une prouesse technique. Alors, c'est un jeu qui est signé par, j'ai envie de dire, 2 génies, avec le nom de Turing sur la boîte, qui est aussi un génie absolu quand on connaît l'histoire. C'est comment son prénom? Alan Turing, exactement, qui avait fait des boîtes, la boîte qui avait permis en tout cas de décrypter les codes pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui était absolument génial. Il y a 2 génies au scénario, Fabien Gridel et Johan Levé, je le dis avec beaucoup d'affection parce qu'on les connaît tous les deux, mais ils ont un cerveau qui n'est pas tout à fait le même que tout le monde. Et ils ont été capables de développer quelque chose d'assez magique, avec un matériel assez inattendu. Dans la boîte... Petite pause, ouais. On se retrouve après une micro-coupure, il nous est arrivé une histoire extraordinaire. Je ne sais pas si on la raconte à ceux qui sont en train de regarder ce canapé. Bah vas-y, hein, on était en train, vous le savez, de parler de Turing Machine, et là, je pense que c'est un signe. Non mais c'est un signe du destin, il y a quelque chose sur ce jeu de particulier, de vraiment particulier. Une mouche s'est réveillée dans le mur, dans le plafond. Peut-être vous l'entendrez encore un petit peu, peut-être vous l'entendez dans la séquence tout juste qu'on vient de couper. On a dû arrêter. On a essayé de trouver un système pour évacuer cette mouche du plafond, on n'a pas réussi. On a trouvé un trou dans le plafond, on a glissé une paille et on a mis du push-push. De l'insecticide, exactement. Et il semblerait... Qu'elle soit partie. Il semblerait qu'elle soit partie, oui, vers de nouvelles contrées. Elle a trouvé une autre sortie, puis elle est partie dehors, vivre heureuse avec les vaches. Exactement, on ne veut pas vous impressionner. On parlait de Turing Machine, donc, et j'étais en train de dire que justement, il y avait des auteurs assez fabuleux, puisqu'il y a un matériel qui est très original dans ce jeu. On va associer différentes cartes qui ont des petits trous, et en les combinant, on pourra placer une carte de réponse derrière avec plein de petites encoches validées ou des croix qui nous disent c'est faux. Et on va avoir la réponse aux questions qu'on se pose en choisissant les numéros que l'on joue et leur ordre. Oui. Je ne sais pas si c'est clair. Mais enfin, je suis pas certain parce que moi je connais le jeu et... t'as pas compris. Mais moi je trouve que j'ai été merveilleux dans cette explication. Non mais la particularité c'est que dans la boîte du jeu que vous achèterez peut-être ou que vous verrez peut-être, il y a un ordinateur qui est formé de cartes perforées. Et en superposant ces cartes qui ont des petits trous, comme tu as dit, il reste, quand on superpose 3 cartes, il reste toujours un seul petit trou.
Et c'est ce petit trou qui nous permet de révéler un petit crochet vert, un check vert qui dit bravo, t'as réussi le test, ou une petite croix rouge qui dit ben non, t'as échoué le test. Et avec ces déductions-là et en posant plusieurs questions, on va réussir à trouver un code de 3 chiffres. Et même sur la couverture de la boîte, nous avons le système de trous. Et avec la règle, c'est la règle qui est derrière en fait, derrière cette couverture. Oui, donc le fond est vert. Ce qu'on regarde là ici, la boîte, elle n'est que blanche. Et la couleur verte est dessous, c'est la règle qui est poussée par la cale et qui crée cette couleur-là. Et il y a une double profondeur parce que la boîte, elle est perforée elle-même, mais derrière le couvert de la boîte, il y a une deuxième épaisseur de carton qui donne que parfois, on a des trous, mais qui ne laissent pas voir la règle verte derrière. C'est assez ingénieux et je salue Manuel Sanchez, notre directeur créatif, pour cette idée, et Sébastien Bizot, notre graphiste pour la réalisation. Alors c'est un jeu qui est très ambitieux, parce qu'au niveau de la mécanique, il va falloir qu'on puisse l'expliquer assez facilement. Tu nous as dit que la règle du jeu était relativement simple à expliquer pour peu que les joueurs se concentrent autour de la table, mais c'est aussi un jeu qui n'est pas si courant que ça. On a des jeux de déduction, on a des jeux du type Mastermind, on en trouve de temps en temps, mais assez peu d'éditeurs se frottent finalement à quelque chose qui, dans la réflexion, n'est pas habituel, auquel il va falloir s'habituer. Vous avez pris un petit pari avec ce jeu. Oui, j'aime prendre des paris, des risques. Souvent, ça s'est avéré payant pour nous. On a fait des cryptos. Des cryptos, j'ai failli ne pas signer le jeu parce que je me disais, c'est pas un jeu qui est facile à pitcher, c'est pas un jeu qui est facile à mettre en place la première fois. Et tout ça, c'était des risques, mais l'émotion était assez forte que j'ai dit, tiens, on y va quand même. Espérons qu'il se passe la même chose avec Turing Machine. Passe-moi le décrypto éventuellement. Le décrypto. Il est juste derrière toi, puis j'ai envie de montrer cette boîte parce que c'est une boîte qui est assez extraordinaire. C'est un jeu auquel je suis très attaché, moi. Effectivement, il y a une complexité dans l'explication du jeu, là pour le coup, parce que les gens ne s'attendent pas finalement à ce qu'on joue avec les mots, mais avec un système de code à décrypter. Le mélange des deux rend le jeu peut-être un tout petit peu plus complexe à expliquer, alors pas pour nous, parce que nous on est rodés à l'explication, mais c'est des jeux qui sont destinés à rejoindre plein de maisons, plein de familles, et que les gens puissent l'expliquer facilement. Et là, c'était un pari aussi de proposer ce type de boîte. Oui. Même des cryptos, si je peux me permettre un aparté. Le truc, c'est de ne pas l'expliquer. Oui. Simplement, moi, ce que je fais, je prends la boîte, j'explique aux gens comment transmettre un code. Oui. Et une fois qu'ils ont compris que pour faire deviner 3, 4, 2, je peux dire, je sais pas moi, sangria qui a rapport avec cocktail, je peux dire soleil qui a rapport avec sombrero, et insecte qui a rapport avec libellule, ou tiens, mouche. Et une fois qu'ils ont compris que, oui, tu m'as donné trois indices qui me font penser aux mots qui sont reliés à ces 3 chiffres, ils comprennent comment transmettre un code et on lance la partie sans en dire plus. On suit simplement la procédure, tirer un code, préparer vos indices et ça fonctionne. À la fin de la première manche, les gens font « Ah oui, mais là, quand je vais redonner une autre couche d'indices, c'est que vous allez pouvoir intercepter. » Ah, mais non, mais il y a ce déclic. Les gens qui jouent en général sont impressionnés par le jeu, les émotions qu'il génère, parce qu'il faut un système comme ça qui est un petit peu complexe d'une certaine manière, en tout cas qui paraît alambiqué à la première explication, mais qui ne l'est pas quand on est en train de jouer, pour avoir ces émotions de jeu très particulières. La difficulté, on le sait bien, c'est de transmettre le jeu. Et le bouche à oreille participe à ça, mais il faut quand même que le vendeur dans sa boutique, quand il reçoit quelqu'un, arrive à trouver les bons mots, et très souvent, moi je l'ai vu quand j'arrive dans des boutiques, on a des vendeurs qui nous expliquent les jeux. Et c'est presque le risque, c'est presque la chose à ne pas faire, parce que quand on part sur une explication, on est perdu. Mais moi, je suis très facilement perdu par les Mais pour tous les jeux, je pense que ce qui va vendre, c'est l'émotion. Oui. L'émotion du vendeur qui te dit « J'ai joué à ce jeu et j'ai adoré, j'ai vécu un moment. » Et c'est ce qui me convainc de l'acheter. Et de la même façon, si vous avez aimé un jeu, vous allez le recommander à vos amis, allez essayer ce jeu-là. Donc c'est toujours l'émotion qui vend le jeu. Et au final, expliquer le jeu, je pense que c'est une fausse piste, une fausse bonne idée, parce que nous sommes très très peu nombreux, je dirais, sur cette planète, à être capables de se faire expliquer les règles sans voir le matériel et se projeter dans le jeu et savoir là où se trouve le plaisir. Ça demande un exercice qui est assez complexe, qui est très abstrait et qui demande d'avoir joué à beaucoup de jeux avant. Donc, vraiment, je pense que le secret, si on a un jeu à recommander, c'est toujours d'en venir à l'émotion. Et donc, c'est un jeu qui a bien fonctionné, finalement, parce qu'on avait des doutes. Moi, la première fois que je l'ai joué à Cannes, je me suis dit, oula, il part dans quelque chose d'assez original et de pas facile.
On peut te demander le nombre d'exemplaires que vous avez vendus de Décrypto, si tu le sais de tête. Hein, Oui, parce que alors on approche les 300 000 exemplaires vendus. c'est extraordinaire. C'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. C'est extraordinaire, tout simplement, sur ce type de jeu. Et aujourd'hui, il est classé numéro 1 des jeux d'ambiance sur Board Game Geek. Il a même squatté quelques semaines le top 100 des jeux de BGG, de Board Game Geek. Et Board Game Geek a un immense biais envers les jeux compliqués et les jeux de stratégie très lourds. Ça a été démontré, là, c'est pas, ça a été analysé mathématiquement. Plus un jeu est costaud et compliqué, mieux il sera noté. Et donc, d'arriver à placer ce jeu dans le top 100, c'était un exploit. Je me sens presque mal de dire qu'aujourd'hui, il est mieux classé que Pandémie, il est mieux classé que Dominion. Donc, c'est vraiment une aventure extraordinaire pour nous. Oui, ça montre aussi l'évolution du top 100, parce que Pandémie n'est plus dans le top 100 de BGG. C'est choquant, hein? Ouais, moi, ça me fait mal. Je suis pas d'accord. Le troisième jeu qui va sortir un petit peu plus tard dans l'année, on a juste un petit visuel pour l'instant, c'est Flashback Zombie Kids. Oui. Alors, on voit Zombie Kids écrit dessus, c'est une de vos licences, on va dire une licence interne d'une certaine manière, mais ça n'a strictement rien à voir avec la première boîte de Zombie Kids, et même la deuxième, Zombie Teens, qui est sortie l'année dernière, qui est juste derrière moi. Alors, Flashback, c'est d'abord une idée de Baptiste Derez, qui est une personnalité bien connue du monde du jeu français, parce qu'il travaille au passe-temps. Et qu'on le voit souvent en vidéo. Ben oui, qui fait beaucoup de vidéos. Et qui nous a proposé un jeu d'enquête par image. Un jeu d'enquête dans lequel vous n'avez pas besoin de lire de longs paragraphes. Et je ne dis pas ça pour dénigrer parce que je suis moi-même consommateur de Sherlock Holmes, Détective Conseil. Sauf qu'il y a tellement de jeux d'enquête aujourd'hui que pour se démarquer, il faut offrir quelque chose de nouveau. Bien sûr. Et donc, il nous arrive avec ça. On trouve que c'est vraiment une excellente idée. L'inspiration, pour ceux qui aiment la bande dessinée, je crois que tu aimes la bande dessinée, Martin. Oui, j'aime un tout petit peu la bande dessinée. Il y a une bande dessinée bien connue de Marc-Antoine Mathieu qui s'appelle 3 secondes, oui. Dans lequel on suit un rayon de lumière qui se déplace et qui est réfléchi sur des miroirs dans tes téléphones, des caméras dans les yeux, puis dans un satellite à un moment donné. Bon. Donc, on suit un rayon de lumière et avec les différents points de vue, on arrive à résoudre ce polar qui dure 3 secondes. Et c'est le point de départ de Flashback, donc ce jeu d'enquête par image. On va aller fouiller un souvenir, un moment précis dans le passé, en faisant des rebonds entre les points de vue des différents personnages. Et on va devoir résoudre des mystères, répondre à des questions. Flashback, on aimerait bien, on le dit tout de suite, que ce soit une gamme de jeux. Oui. Donc, ce principe d'enquête par image. Et le premier, il se déroule dans un univers que vous aimez bien, je crois, l'univers de Zombie Kids. Un univers assez riche visuellement, avec des personnages hauts en couleur, qu'on a eu un immense plaisir d'ailleurs à designer. Tous ces personnages, un peu le club des losers qu'on avait dans la cour d'école, mais qu'on aime bien parce que j'en faisais peut-être partie moi-même. 95% des gens qui nous regardent en faisaient partie. Hein. C'est incroyable à quel point ce club des losers qui regroupe 5% des gens, on se rend compte que à la quarantaine, on en était tous. C'est dingue quand même. Oui, on a vieilli. Ou alors peut-être que les joueurs de jeux de société font partie de cet univers un peu geek. Et on a repris ces personnages dans Flashback Zombie Kids, donc les zombies ont enfin envahi la cour d'école. Je dis enfin, même si on le souhaitait pas vraiment. Et puis, ils sont sur le point de mettre à exécution leur plan diabolique ou machiavélique pour dominer le monde. On ne sait pas trop, mais on va peut-être découvrir qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Et nous, notre seule chance de les empêcher, c'est de retourner dans le passé grâce à la machine Flashback, comprendre leurs intentions et surtout les déjouer. Et c'est ce qu'il faut faire dans Flashback. Et c'est un jeu qui est prévu pour quelle période? Donc, avant que je l'oublie, oui. À Baptiste s'est joint un autre auteur dans l'aventure. On connaît bien aussi parce qu'il fait aussi des vidéos. Oui, il est souvent derrière la caméra, mais on le voit aussi des fois devant. Il a été jury de l'As-d'Or. Alors là, il ne le sera plus, puisque forcément, comme il signe un jeu, on ne peut pas rester jury de l'As-d'Or, mais il l'était jusqu'à cette année. Marc-Antoine Doyon. Marc-Antoine Doyon. Je l'appelle toujours Douaille, c'est notre petit mot. Et c'est avec lui que je joue à Sherlock Holmes, d'ailleurs, régulièrement, Détective Conseil. Donc Marc-Antoine Doyon se joint. Il a l'œil, justement, du réalisateur, du caméraman. Il nous a beaucoup aidé à composer des scènes visuellement et travailler en binôme avec Baptiste pour vous offrir cette boîte qui arrivera normalement, si tout se passe bien, en novembre prochain
Donc une belle année, ça fait quand même pas mal de travail. T'as une petite version du jeu que tu peux nous faire jouer là ce soir après ce canapé? Oui, j'ai la boîte pas trop loin du prototype. C'est chouette. Et en boutique même, donc dans la boîte, vous trouverez 3 scénarios qui sont rejouables une deuxième fois, parce que je sais que c'est une question qu'on nous pose souvent. Et vous avez en bonus, si vous avez un téléphone, un petit code QR que vous scannez, et il y a un micro-scénario de 6 ou 7 cartes qui vous permet de jouer live directement en boutique ou avec la boîte, simplement la boîte de jeu dans vos mains. Et de voir comment ça fonctionne, ces rebonds entre les personnages, les points de vue. Et ce qui est agréable, c'est de voir les enfants qui, au début, c'est un peu confus pour eux parce que c'est tous des vues subjectives. Oui. Je vois ceci, mais là, qu'est-ce que je vois? Et là, on leur dit, mais tu vois, c'est l'autre personnage qui regarde dans cette direction. Et là, on révèle une 3e carte. Et là, tout à coup, il dit, papa, regarde, c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il voit. Oui, c'est ce que je te disais. Non, mais regarde, c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il voit. Oui, c'est ce que je t'expliquais. Non, mais papa, tu comprends pas, c'est ce qu'il voit. C'est vraiment magique, ce moment-là, dans la découverte de ses points de vue et de l'univers, parce que le jeune, il est plongé. On peut pas être plus au cœur de l'univers de Zombie Kids. On est dans la cour d'école, dans les égouts, on se promène là-dedans. Vraiment, il y a peu de jeux qui nous immergent à ce point dans l'univers. En parlant de votre réalisation, votre talent pour faire des choses de manière un peu originale, j'ai envie de montrer quand même, je reviens sur Olé Guacamole, vous avez fait un petit teaser qui est super impressionnant quand même. Ouais, ça c'est le travail beaucoup de Marc-Antoine Doyon, justement. Justement, oui, c'est pour ça que je le montre aussi. Ouais, c'est joli, je trouve. C'est super mignon, voilà, il passe en boucle sur notre écran. Je crois que c'est quelqu'un de Vancouver qui fait du stop motion. Ouais. Voilà, du stop motion. Et qui aime beaucoup les jeux de société, qui nous a proposé de faire des vidéos comme ça pour nous, sauf que, est-ce qu'il nous demandait 20 000 $ ou un truc comme ça? C'était évidemment impossible à rentabiliser. Lui, c'est un professionnel, c'est son boulot à temps plein, il y a un studio. Mais Etugame est arrivé avec. Puis là, il y a de la pâte à modeler. Il y a quand même plusieurs trucs. Ben oui, non, mais ils se sont donné du mal, moi je trouve que. Ouais, et l'image est très jolie. Je suis heureux de pouvoir dire on a fait ça. C'est bien de me le rappeler parce que des fois, on fait tellement de trucs qu'on l'oublie. En fait, moi ça m'a impressionné. Le petit teaser de Olé Guacamole. Je sais pas si ça sert à grand chose, j'espère que ça sert à quelque chose parce que c'est chouette de se donner le mal de faire des petites vidéos comme ça qui permettent juste de vous donner l'idée que ce jeu existe, qui ne l'explique pas particulièrement d'ailleurs. Ça accompagne notre explication de règles parce que toutes nos vidéos viennent avec une explication vidéo sommaire. Comme je te dirais, à peu près 80% de la règle est expliquée. Et ça, ça sert d'introduction, donc ça rend le tout plus sympathique parce qu'évidemment, c'est une espèce de pilule, l'explication de règles. Il y a pas beaucoup de gens qui veulent la lire ou la faire circuler. C'est pas la vidéo, tu dis « Ah, tu dois voir ce truc-là, c'est vraiment drôle! » Ben oui, non. Par contre, s'il y a ce machin en introduction, ça nous met le sourire et on a plutôt envie de regarder la suite ou de partager. Donc ça aide. Et peut-être, de par le professionnalisme, ce sera à vous de nous le dire, que ça donne une meilleure image du jeu et de l'éditeur lui-même. Ah ben non, mais ils font bien les choses, ils prennent la peine de faire une vidéo comme ceci. Peut-être que ça rejaillit justement sur les jeux, ça donne une meilleure image. Voilà, c'était la petite pause pour dire aussi que ils font un super travail. Marc-Antoine, il travaille chez Etugame. Oui. Et au niveau de l'image et de la mise en scène, de toute façon, de leurs vidéos, c'est un peu les meilleurs dans le domaine ludique. Donc on est content de leur saluer et de leur faire ce petit coucou. On va enchaîner avec un petit jeu qu'on fait très régulièrement dans nos vidéos, c'est le petit jeu des enveloppes. Dans ces enveloppes, j'ai placé plein de jeux du Scorpion Masqué. On n'a mis que des jeux du Scorpion Masqué. Et on va nous proposer aussi, Sylvain, on va jouer. D'habitude, on a plein d'invités et on ne participe pas au jeu. On va vous proposer de choisir des jeux qui correspondent à ces différentes définitions. Donc j'ai choisi plusieurs définitions. Tu vas choisir, Christian, un jeu auquel tu aurais envie de jouer là maintenant. Tu vois, dans la liste des jeux. Tu vas regarder, évidemment, tu peux regarder les différentes couvertures, on a les mêmes. Ok. Tu vas choisir ensuite un autre jeu, pas le même. Ok. Donc il va falloir que tu fasses un choix. Si tu as envie de mettre le même sur les 4, ça ne marche pas. Un classique, incontournable pour toi. Toi, le jeu qui, pour toi, est élevé au rang de classique. Le jeu sur lequel tu aimerais nous raconter quelque chose. C'est la petite anecdote, tu vois. Ok. Et là, je compte sur toi pour avoir une anecdote à raconter. Et enfin, le regret, alors c'est un terme très large. Ça peut être un regret parce que, tiens,
avec le recul, tu aurais aimé le faire différemment, ou alors ça peut être un regret parce que les ventes ne sont pas à la hauteur, ou alors j'ai pas gagné l'As d'or avec ce jeu, j'espérais gagner l'As d'or. Ce que tu veux, tu pars dans la direction que tu veux, je compte sur ta bonne idée. Et on va broder autour de ça parce que évidemment ça va nous donner l'occasion de parler de quelques-uns des jeux qui ont été publiés chez le Scorpion Masqué. Il y a une 50aine de lignes sur Board Game Arena, et vous n'avez pas fait 50 jeux, mais il y a des extensions, il y a des choses à l'intérieur. Il commence à y avoir un très joli catalogue. Plutôt que de les égrener, on va partir à travers ces différentes catégories pour faire un petit tour dans votre historique, dans votre histoire. Ouais. Alors, à quel jeu aurais-tu envie de jouer là maintenant, Christian? Et là, je révèle le carton. Bah oui, oui. Alors, j'ai mis Décrypto. Ah, on t'a donné l'envie en parlant juste avant. Oui, et Décrypto. Et là, je parle surtout évidemment des jeux qui sont, j'allais dire, derrière nous. Pas parce qu'ils n'existent plus, mais parce qu'ils ont été publiés un certain temps. C'est un jeu que je continue à jouer en soirée de jeu. Parce que vous comprendrez que j'aime beaucoup les jeux qu'on publie, je l'ai dit tout à l'heure, sauf que quand il n'y a aucune contrainte professionnelle, on aime bien généralement séparer le travail du loisir. Et donc, généralement, j'évite de jouer à mes propres jeux lorsque je suis purement en loisir. Ça me paraît logique. Et Décrypto, quand même, celui-ci me procure assez d'émotions et tout le plaisir de travailler en équipe, hein, ouais, on a réussi à communiquer un code, on a réussi à intercepter. Je trouve que l'émotion est assez bonne que je vais y jouer même dans des moments de loisir. Alors, c'est pour cela que je l'ai choisi. Sylvain, quel est le jeu que tu as choisi, celui auquel tu auras envie de jouer là maintenant? Moi j'ai mis 0 à 100, parce que ça fait partie c'est les petits jeux du moment. En ce moment, c'est quand on a un peu de temps entre deux gros jeux, c'est le petit jeu qui se sort vite, on s'amuse bien, donc c'est 0 à 100. Et en ce qui me concerne, je vais mettre Décrypto aussi. Hein. Finalement, je vais rester là-dessus, donc on va pas s'étendre dessus. On va citer quand même le nom de l'auteur, parce qu'on ne l'a pas cité. C'est Thomas Dagenet l'Espérance. Exactement, oui. C'est un Québécois aussi. C'est un Québécois, c'est un Montréalais, Thomas. C'était aussi un professeur de guitare. Et puis, c'était le dernier Québécois que j'avais publié. Et là, avec Flashback, on aura enfin un autre auteur québécois. Je dis enfin parce que j'aime bien faire connaître le Québec un peu aussi dans ce que je fais. On va enchaîner avec le classique incontournable. Moi, j'ai mis un jeu que j'adore, mais vraiment au plus haut point. Est-ce qu'on va avoir le même? Est-ce qu'on est compatible? Je crois pas, non. Ah oui, je vois où tu t'en vas. Parce que moi, j'ai choisi mot pour mot. Oui. C'est vrai que c'est vraiment un classique, puisque ce jeu existait avant que vous le publiiez. Oui, et bien justement, c'est ce que j'allais dire. C'est un de nos rares jeux qui n'est pas un jeu original Scorpion Masqué. Ça avait d'abord été publié par un éditeur américain qui s'appelle Out of the Box. Le jeu s'appelait Word on the Street, ce qui est un peu l'idiome anglais pour dire la rumeur court. Et puis là, on a ici l'ancienne édition et vous avez ici la nouvelle. Oui. Je trouve que, mot pour mot, il a ce charme des jeux. On a l'impression que ça pourrait exister depuis 40 ans, ce jeu-là. Tant il est simple et qu'il rappelle les jeux grand public de Hasbro ou Parker Brothers, avec ce principe de tirer à la corde tout simple, tout bête, et de jeux en équipe, de jeux rapides aussi. Et comme nos autres jeux d'été, écoute, je tire une carte, je te dis, nomme-moi quelque chose de poilu, et c'est tout ce que tu as à faire pour les 30 prochaines secondes, épelle le mot. Voilà, tu sais jouer, tu es prêt à jouer à mot pour mot. 2 joueurs, 24 joueurs, ça fonctionne. Je trouve qu'il a tout pour devenir un jeu classique. Oui, ça l'est déjà un petit peu auprès des joueurs qui le connaissent. La difficulté, c'est toujours la même, c'est de réussir à le faire connaître. Comment on résout ça? Puisque mot pour mot n'est encore, d'une certaine manière, pas assez connu, alors qu'il a eu plusieurs vies, alors que c'est un jeu de lettres excellent et un jeu de mots excellent, alors qu'on n'en a pas tant que ça et qu'on en recherche. Nous, on est des grands fans chez Un Monde de jeux de mots et de jeux de lettres. On adore ça, et on a très peu des classiques, il en fait partie. Je pense que ça peut faire peur de dire c'est un jeu de mots, c'est un jeu de lettres. Parce que souvent, c'est des catégories de jeux qui sont assez discriminantes. Et la personne qui est très bonne, va nous torcher. Oui. Et c'est pour ça qu'on a travaillé fort aussi sur cette deuxième couverture pour essayer de rendre l'aspect ambiance. Parce que pour moi, bien avant d'être un jeu de lettres ou un jeu de mots, comme au Lego Guacamole d'ailleurs, mot pour mot est un jeu d'ambiance. Et c'est ça sa force, je crois. Il transcende le jeu de lettres.
Voilà, et le système est très agréable puisque quand on trouve le mot, on tire des cartes vers soi de son côté de la route. Après, c'est à l'équipe adverse, donc il y a aussi la possibilité de... Je dis des bêtises. Des cartes, des lettres. Des jetons. J'ai dit des jetons, oui, d'accord, je vous vois. Donc en fait, tout le monde joue en même temps un petit peu, et c'est vraiment très agréable. Il y a ce côté par équipe qui est super sympa dans ce type de jeu. On l'aime beaucoup. Merci de l'avoir choisi, je ne l'avais pas choisi effectivement. Moi j'ai choisi comme deuxième jeu, le grand classique pour moi, c'est Keeper Gagne. Je trouve que c'est un classique, complètement un classique. Il a aussi ce petit goût de jeu qui, d'une certaine manière, dans sa mécanique, donne l'impression d'exister depuis très longtemps. C'est très simple, ça s'explique super rapidement. Tu le classes dans tes jeux de l'été aussi ? Non, parce qu'il n'a pas ce petit format, il demande un peu de place. Ouais. Il faut avoir une table qui accepte de placer 11 images, et puis chacun doit placer ses petits tas de cartes. Donc, ça peut jouer, oui, sur une table, sur la terrasse, mais bon, il y a les cartes qui peuvent voler au vent. Et en même temps, on n'est pas non plus dans une expérience qui est aussi longue qu'un des cryptos. Un peu le cul entre deux chaises. Ah, t'as là la première édition. Oui, mais on l'adore ce jeu. Vraiment, c'est un jeu que... Ça fait partie des jeux auxquels j'ai le plus joué, je crois. Moi, tout simplement. C'est que quand on a une attablée et qu'on se réunit autour de la table, j'ai toujours envie de jouer à ce petit jeu-là, dans lequel on fait des associations. Tu pourrais l'expliquer en 2-3 secondes, parce que je vais dire des bêtises, je pense. Alors, Oui, voilà, il faut faire des parties. Ouais, je t'écoute. On a 11 images, chacune numérotée. Donc, l'image 1, c'est des patates. L'image 2, c'est un sablier. Et ainsi de suite. Simultanément, les joueurs, à l'aide de cartes numérotées, vont regrouper ces images 2 par 2. Je vais mettre le cœur, la carte numéro 8, avec la 5, qui sont les fraises, parce que les deux sont rouges. Oui. Mais j'aurais pu mettre les fraises avec les patates, parce que les deux sont comestibles. Bon, et ainsi de suite. Évidemment, je vous dis un petit secret, ne le répétez à personne, mais le dos de la boîte, il est stagé en bon français, c'est-à-dire qu'il est préparé pour faciliter l'explication. Oui. On n'a pas mis 11 cartes au hasard. Mais là où c'est magique, justement, c'est que quand on joue, on a ces 11 images. Je finis l'explication. Il faut les regrouper en paires, oui, en espérant que les autres joueurs fassent les mêmes paires. Exactement. Et là, quand vous mettez 11 images au hasard et que chacun, il faut faire ça en 90 secondes, si je me souviens bien, on se met à chercher des liens qui existent ou pas. Et on se marre bien à la résolution en général, parce Oui. qu'il y a toujours des choses absurdes qui ressortent, des liaisons qu'on comprend pas et qu'un joueur a fait. Et on a surtout cette réflexion de ok, moi ça me paraît évident, mais autour de la table, je pense que personne va trouver ça, donc je vais plutôt aller vers cette évidence-là que tout le monde va mettre. Enfin, on essaie de réfléchir un peu, se mettre à la place des autres, et comme tu dis, le moment de résoudre, c'est là où on s'engueule. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais ça n'a aucun sens. Mais bien sûr que si. Enfin, il y a une vraie ambiance. Et t'as des moments magiques. C'était quoi là? Un verre d'eau et un poids pour faire d'exercice, parce que l'eau, ça désaltère. Oh oui. C'est extraordinaire. Le flocon de neige avec les céréales cornflakes, parce que les deux, c'est des flocons. Alors, tu vois, ça, c'est Martin, typiquement, il serait capable de faire ça. Il sait qu'il marquera pas de points, mais il est juste content d'avoir fait un jeu de mots pourri. D'accord, c'est vrai que je fais ça. Voilà. Et alors, ceci dit, nous, on rajoute une règle quand même. On interdit de jouer avec les couleurs, parce qu'on trouve ça triste. Tristouner les joueurs qui moi j'ai fait tous les trucs qui ont la même forme ou qui ont la même couleur. Non, nous on veut que ça soit plus rigolo que ça. Faut qu'il y ait un peu de sens. Si c'est la couleur, le joueur est banni, il sort de la pièce, il va faire un gros jeu. Voilà, il est puni. C'est ça. Mais c'est vraiment un jeu que j'adore et que j'adore toujours autant, donc moi je le sors avec beaucoup de plaisir. Keeper Gagne, je vous le conseille, il est toujours édité. On est sur les dernières boîtes, donc si ça vous intéresse, dépêchez-vous, parce que les jeux, c'est un peu le drame, mais ils ont une durée de vie, même si on... C'est possible qu'un grand classique comme celui-ci disparaisse des boutiques. Oui, parce que si on n'arrive plus à en vendre 1000-1500 par année, ça devient risqué de réimprimer et que la demande diminue. C'est le genre de jeu qui reviendra peut-être au bout d'un certain temps, parce que quand ça fait 10 ans qu'ils sont plus disponibles, est-ce qu'on n'a pas la possibilité de les ressortir au bout d'un faire une édition anniversaire, faudrait bien. Oui, les joueurs se renouvellent aussi. Qu'est-ce que tu as choisi, toi, Sylvain? Alors, moi, j'ai mis des cryptos, on en parlait depuis tout à l'heure. Pour toi, c'est déjà un classique. Ouais. Mais en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de jeux comme ça, de vocabulaire, jeux de mots, moi, je vais citer Codenames, je vais citer des cryptos ou Just One. Mais ça fait partie des trois. Et c'est vrai que on en a déjà parlé beaucoup tout à l'heure, c'est un jeu qui marche super bien. La première partie, comme tu dis, c'est toujours un peu difficile, mais une fois que les gens ont compris cette logique de ok, il faut de la finesse parce qu'il faut que je fasse deviner à mon équipe, mais il ne faut pas que les autres comprennent où je veux en venir. Une fois qu'on a
ça, on a un plaisir à jouer. Et même quand on joue avec Aline, des fois, elle se fait des petites contraintes. Par exemple, elle va mettre que des dates ou que des noms de chansons. Enfin, chaque joueur va même s'approprier un petit peu le jeu, le jouer à sa manière, et on passe toujours un super moment. Oui, le jour où j'ai réussi à donner les 3 indices suivants, Spider-Man, Peter Parker, puis Mary Jane Watson. Ah, c'est génial, oui. Parce que j'avais science, crime, science et amour comme mot à faire deviner. Et là, donc toi, ça sert à rien parce que c'est pas le but du jeu, mais toi, tu t'amuses à te créer ce petit défi d'avoir cette satisfaction de faire des choses thématisées. Ça marche très bien aussi. On va enchaîner avec la rubrique suivante, le jeu sur lequel j'aimerais vous raconter quelque chose. Alors, est-ce qu'on a quelque chose de particulier à raconter sur un jeu ? Moi, je peux commencer par Stay Cool. Oui. Alors, en réalité, j'ai pas grand-chose à en dire, mais je voulais vraiment le mettre au début. Il était dans mon classique personnel parce que je joue beaucoup. Et je me suis dit, je vais quand même raconter quelque chose, c'est que c'est un jeu qui fait fumer le cerveau. Parce que c'est un jeu dans lequel un joueur va devoir répondre à des questions posées par 2 autres joueurs. Donc, il faut splitter son cerveau en 2. Et moi, généralement, je suis quelqu'un qui veille tard, qui aime bien jouer tard la nuit. Et quand j'allais en club, je le sortais beaucoup, mais généralement c'était le dernier jeu, à 1h, 2h du matin. Et là voilà, c'est exactement la réaction qu'avaient les joueurs avec lesquels je jouais. Allez, un petit dernier, c'était cool. Bon, d'accord. Mais tu sens que derrière, ils étaient complètement KO et que je gagnais. C'est peut-être pour ça que je le sortais tard. Mais j'ai plein de bons souvenirs, pour moi c'est une super idée, ça fait partie de vos très très bons jeux chez Scorpion. Et quand tu parlais de risque tout à l'heure, il y avait des cryptos, mais j'ai celui-là en tête aussi parce que c'était pas du tout gagné d'avance de dire je vais faire un jeu dans lequel tu vas en baver. Ouais. Et on n'était pas certain, on avait peur que ça fasse peur aux gens, mais bon, encore une fois, ça fonctionne très bien. Je me demande si en France, ça se vend pas plus que des cryptos, d'ailleurs. Toujours aujourd'hui? Ah oui, c'est surprenant. Prenez-le dans le bon sens, mais je suis heureux que ça puisse se vendre autant, en fait, c'est ce que je veux dire. Donc, et la première, je vais y aller, moi, ça va être aussi mon jeu, même si c'est pas celui que j'avais choisi. La première fois que j'ai joué à Stay Cool, qui est un jeu de Julien Santis, connu entre autres pour Déclic, je crois, un de ses premiers jeux publiés. On était sur un salon professionnel de jeux au Québec, qui a lieu à Drummondville. Le salon se terminait. J'avais apporté le prototype avec moi, mais j'avais pas eu l'occasion d'y jouer, même si on y reste pendant 2 ou 3 jours à ce salon. Et il y avait une tempête de neige, mais monstrueuse, comme vous pouvez voir juste dans les films. Et je décide de ne pas faire la route jusqu'à Montréal pour retourner chez moi, même si c'est à peut-être 1 heure maximum. Tant la route et dans le groupe qui est parti, avec qui je devais faire la route, ont dû revenir, mais 5 heures plus tard. Parce qu'il neigeait trop, il y avait des accidents et puis c'était trop dangereux. La route était bloquée, en fait. Et donc, au restaurant, on se regroupe plus. Et là, la ville et tous les restaurants sont pris d'assaut. On est à table, on est plusieurs, et je dis, auriez-vous envie de jouer un petit truc, un petit proto? Je sais pas trop où ça s'en va, ça a l'air un peu spécial. Et il y a Jérôme qui était responsable des ventes chez mon distributeur, qui lui est joueur un peu plus sérieux. Il me dit, bon, qu'est-ce que tu vas nous sortir encore, Christian? Je sors cet OLNI, cet objet ludique non identifié, et Jérôme se prend au jeu, mais vraiment, là, coup de cœur pour la chose, alors que c'est pas son genre. Et donc, ça avait été vraiment une surprise parce que je l'essayais presque pour la conscience. Et, je vais l'essayer au moins une fois, mais bon, ça se peut pas que ça fonctionne, ce jeu, où est-ce que tu dois faire 2 choses en même temps. Et finalement, en fait, toute la soirée, je me souviendrai toujours, la tempête, le restaurant. On était 14, je pense, autour de la table. Tout le monde a essayé, tout le monde s'est planté assez vite. Donc, il y avait une émotion très forte, très vite. J'ai su qu'on tenait quelque chose. Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai choisi Turing Machine, parce qu'on y a joué là, la semaine dernière. Et c'est le genre de jeu où, en général, moi j'ai ma petite fierté personnelle, comme tout le monde, je sais que je me débrouille pas trop mal dans les jeux de déduction, donc je suis tout content, je me mets à la table et je me dis, c'est bon, là je vais pouvoir trouver plus rapidement que les autres, j'espère, parce qu'il y a une part de hasard toujours dans les tirages et dans la façon qu'on a de déduire les cartes, mais impossible. Je fais une partie, je perds lamentablement, les autres trouvent avant moi, je m'en sors pas. Mais t'as pris des mauvaises notes à un moment donné. Alors il y a eu un petit peu ça, mais c'est pas pour ça que je me suis trompé. J'ai cru que je prenais des mauvaises notes, mais c'est pas pour ça que je me suis trompé. J'ai fait une deuxième partie et de nouveau, je me retrouve, mais
il n'y a rien qui colle, j'y arrive pas. Et quand dans les jeux de déduction, il n'y a rien qui colle et qu'on n'y arrive pas, c'est qu'en général, effectivement, on s'est trompé dans ses notes. On n'a pas noté les bonnes choses, on n'a pas pris les bonnes informations. Donc j'ai même repris les cartes pour essayer de voir, parce que moi, dans mes déductions, j'avais trouvé très vite. Mais sauf que ça collait pas, les informations ne me fonctionnaient pas. Et donc j'ai eu une grosse frustration et je me suis dit, ça y est, je suis complètement con. J'étais désespéré. Et c'est un chiffre dans lequel il faut faire un code. Et en fait, à la toute fin, quand on a donné la bonne réponse, je me suis rendu compte qu'il fallait faire un code en utilisant les chiffres de 1 à 5. Et moi, je cherchais à faire un code de 1 à 4. Parce qu'il y a 4 chiffres à réordonner. J'avais pas compris qu'il y avait le 5. Donc forcément, là, j'ai perdu, mais un ouf de soulagement, j'ai juste mal écouté la règle. Et là, tu me faisais peur, j'avais l'impression que tu n'avais pas compris le truc, mais si effectivement, tu avais oublié qu'il y avait le 5 comme possibilité. J'avais oublié qu'il y avait le 5, tout simplement. Donc, ouf de soulagement. Et c'est donc, du coup, aussi un jeu auquel j'ai envie de rejouer très vite, là maintenant. Parce que je suis resté sur cette petite frustration de mince, je me suis pas satisfait moi-même, quoi, tout simplement. Et toi, du coup, Christian, c'était Stay Cool ou t'as changé? J'aurais pu mettre Stay Cool, mais j'avais mis à l'origine La Chasse au lutin, qui n'est pas notre plus grand succès. Ah non, on ne connaît pas trop, nous. Je crois que, si je ne me trompe pas, il y a eu 1500 exemplaires distribués sur la France. Quand même, tu vois, je ne le connaissais pas du tout. Je pensais que ça faisait partie des originalités québécoises. On va en reparler. Donc, tu vois le format le format rectangulaire de bois, qui était celui de La Chasse aux monstres au début. Oui. Cette petite collection Petits monstres venait ainsi. C'est un jeu de l'auteur Alexandre Garcia, qui est membre de l'Atelier, ce collectif de créatifs. Oui, créé autour de Libellude. C'est avec pas mal de gens de chez Libellude. Ça se passe à Poitiers. Ce sont des auteurs qui sont réunis ensemble et qui ont signé des jeux sous le nom de l'Atelier, d'ailleurs. Voilà. Plusieurs, il me semble. Il y en a un Obscurio. chez Libellude. Il y en a notamment, un autre qui est paru chez un autre éditeur, et le nom m'échappe, là, pardon. Mais c'est Athénéum, chez Origames. Voilà. Et La Chasse au lutin, c'est un jeu dans lequel on va prendre des cartes et on va aller les cacher, mais littéralement dans la maison, pour faire une espèce de jeu de cache-cache. Et une fois qu'un joueur qui est responsable, souvent l'adulte, aura dissimulé les cartes, les autres joueurs viennent fouiller et récupérer les cartes. Il y a un petit système de scoring, il y a des cartes qui sont plus cachées, donc qui valent plus de points. Et il y en a d'autres que si tu les prends, mais que tu en as un nombre impair, là, ça va t'enlever des points. Bon. Rien de bien malin parce que c'est du 4 ans et plus, c'est un jeu de cache-cache. Sauf qu'Alexandre, ce qui est drôle, c'est que lui, il y jouait avec ses potes. Soirée, on a bu un verre, on déconne, et on va cacher des cartes et on fouille la maison ou l'appartement. Et il me l'a pitché vraiment comme un jeu d'ambiance pour adultes. Et je lui ai dit, c'est très amusant ton idée, mais on va en faire un truc pour enfants. Et il a insisté, il dit, non, vraiment, on peut en faire, je pense, un jeu tout public adulte. Bon, j'ai finalement dit non, on va en faire un jeu pour enfants. Et c'est lui-même quelques années plus tard, parce qu'on en a longtemps vendu quand même au Québec et en Russie. Et il vient me revoir un jour pour me dire, ouais, Christian, je pense que j'étais dans les choux avec mon histoire de jeu pour adultes où on va cacher des cartes. Je suis persuadé que ça peut être amusant, mais je pense pas que c'est quelque chose qu'on aurait pu vendre à des gens majeurs et vaccinés. Oui, alors ça, c'est faisable, tout est toujours faisable. Parce que nous, le jeu Vite cachons-nous, où il y avait un autre nom auparavant. Ah oui, Frédéric Moyersen avec les exactement, petites... exactement, on y a joué parfois entre adultes, en faisant un peu les imbéciles, mais effectivement, ça fonctionne. On parlait d'originalité québécoise, puisqu'il y a pas mal de jeux, en fait, qui n'arrivent même pas en France. J'en ai quelques-uns. Est-ce qu'ils ont été publiés en France, ces 3 jeux-là? La Jean-Jean, le jeu, c'est une référence très québécoise. Ça. Oui, donc La Jean-Jean, c'est une bande dessinée québécoise qui a été vendue à plus d'1 million d'exemplaires au Québec seulement. Je vous rappelle qu'on est une population d'à peu près 7 millions de francophones. C'est extraordinaire. C'est monstrueux. C'est impensable même. Et je lisais cette bande dessinée à mon fils et on la relisait, il en était fou. Et puis un jour, je me suis dit, mais c'est juste trop génial. Puis il y a de quoi faire un jeu parce que, bon, on voit le personnage principal qui est une espèce de caribou avec ses bois. Bon. C'est très québécois. Oui. Et cette bande dessinée n'est pas du tout connue en France. Elle est distribuée, mais de façon très, très marginale ici. Donc, on n'a même pas pris la peine d'envoyer. Avec un nom pareil, la Jean-Jean, c'est... Et son nom de famille, c'est Bon. D'accord, oui. Évidemment. On voit le genre. Bon. Signé Olivier Sipierre, qui n'est pas du tout un auteur québécois. Lui, non, on a fait un appel à l'agence Forgenex. Et ils nous ont envoyé ce petit jeu de pli qui est sympathique et qui est très explosif. Donc, ça représente bien la Jean-Jean.
On a Miss Poutine sur la gauche, qui est un jeu d'Olivier Lamontagne, lui, un auteur québécois, Oui. dans Très lequel il faut littéralement crier, parce que 2 joueurs sont des caissières, elles prennent les commandes. Je vais vous le faire à la québécoise, c'est un truc que je faisais à Cannes, parce que des fois j'apportais quelques petits exemplaires à Cannes Mais pour je l'ai vendre. récupéré comme ça, moi je suis très content. Donc, vous êtes le staff du snack bar chez Miss Poutine, c'est l'heure du close, puis c'est l'heure, en fait, avant le close, au rush de l'heure du souper ou du dîner, il faut servir les clients le plus vite possible parce que les plus lents d'entre nous devront passer la mop. Bon. Ah ouais, d'accord. C'est la mop. Non mais je comprends. C'est... La serpillière, Eh la oui, mop, mais ouais, j'ai compris, j'ai tout compris. Et donc, 2 joueurs sont des caissières qui prennent des commandes et pour satisfaire les commandes, quelle meilleure façon que de crier « J'ai besoin d'une frite, j'ai besoin d'un hot dog, j'ai besoin d'un burger ». Et les autres joueurs, les cuisiniers, fouillent dans leurs cartes pour se débarrasser de leurs plats et donner les hamburgers, les frites et les poutines dont ont besoin les caissières pour satisfaire leurs commandes. C'est un jeu très délirant, mais très très drôle, qui donne chaud. Très physique. Et oui, nous on y a joué, on l'a raconté, mais ça fait partie des règles, tu me disais. On y a joué en plaçant les cartes commandes d'un côté d'une salle de sport. On était dans une salle de danse. En fait, à la MJC, à notre club de jeu, il y avait une salle de danse qui était libre. Donc nous, on s'est dit, on va prendre toute cette grande salle pour jouer. Donc, Et avec parquet et tout ça. Et de l'autre côté, on a mis les ingrédients. Donc il y a des joueurs qui couraient pour ramener les ingrédients à ceux qui passaient commande en hurlant. On s'est fait mal aux jambes, je crois. On s'est fait mal aux Il y a pas eu jambes. un claquage. on a sur cet fini épisode, peut-être, ouais, mais il me semble. Hein. Et on a fini en nage parce que oui, ça donne chaud. C'était incroyablement physique, mais on a passé un très bon moment. Et ça fait partie de mes petites fiertés, moi, avoir ramené la boîte de Miss Poutine dans un club du Haut-Doubs, avec des joueurs qui ne connaissent pas forcément la poutine, même si ça devient de plus en plus connu en France. Hein, la Oui, il y a poutine. de plus en plus de restaurants en offre. Ouais. On en a vu, là, quand on a été en week-end la semaine dernière, c'était à la carte d'un des restaurants. C'est de la poutine locale avec du chaours, s'il y avait. J'ai hésité à en prendre, nous on aime bien, mais bon. Je sais pas si c'est une hérésie ou... Bon, c'est toujours sympa, hein, du fromage avec des frites et de la sauce. C'est léger. Mais c'est la meilleure chose à 3h du matin, tu sors d'un bar étudiant, tu veux bien asseoir l'alcool, c'est extraordinaire. N'écoutez pas ces conseils-là, mais justement à propos d'alcool, il y a aussi le jeu des recettes pompettes, qui est une émission québécoise à la base, mais qui a eu sa version francophone. Oui. Donc, c'est une création québécoise, le jeu Les recettes pompettes, dans lequel des invités sont invités à préparer la nourriture, mais finalement à foirer la recette, tout en buvant. Et puis, j'avais été finaliste d'un concours en entrepreneuriat en 2011, un petit concours sur une petite chaîne de télé. Et l'autre finaliste qui avait gagné vendait de la vodka. Et après coup, une fois par année sur Facebook, on se disait « Ah, salut, ça va? Comment ça se passe de ton côté? » Fin 2015, un de ses amis lui propose un jeu de société pour qu'il investisse. Et je vais le nommer, Nicolas, donc, qui est l'autre qui avait gagné le concours d'entrepreneur. M'envoie le jeu pour me dire tiens, qu'est-ce que t'en penses? Et je lui dis, en bon québécois, encore une fois, ne touche pas à ça avec une perche de 10 pieds. C'est paraît logique. Voilà. Il me dit, c'est dommage, j'aurais bien voulu investir, mais si tu me dis que c'est pas un bon jeu, j'y toucherai pas. Il dit, par contre, c'est moi qui est le commanditaire, le sponsor de la vodka que l'on boit à l'émission télé, parce que nous, c'est une émission télé, les recettes pompettes. Ouais. Et je suis en contact avec la maison de production, évidemment. C'est une émission qui devait faire pas loin d'1 million de vues. C'est quand même assez bien. On pourrait peut-être aller chercher la licence et en faire un jeu à boire. Et j'ai senti la bonne affaire. Et donc, on a fait le jeu Les recettes pompettes, qu'on a en quelques semaines écoulé à 70 000 exemplaires. Ah oui, ça a un petit peu marché quand même. Ouais. Et il y a eu donc, avec Monsieur Poulpe, la version web des recettes pompettes. Et il y a eu même en France une version recettes pompettes, le jeu, j'ai oublié le nom d'éditeur, c'est l'éditeur de livres que j'ai oublié. Zut, je m'en souviendrai plus tard. Mais donc, ça a été édité. D'accord. Lafon. Par Lafon, d'accord, parce que ces jeux-là, on les trouve pas trop en France, normalement. Non. Donc, mais il y a un intérêt à avoir des jeux qui ne paraissent qu'au Québec et qui ne sont pas écoulés un peu partout. Mais tu me dis quand même 70 000, donc on a compris la réponse. Là, dans l'ensemble, c'est 3 jeux qui se sont bien vendus. L'Agent Jean est un jeu qu'on doit avoir vendu à 30 000 exemplaires. Oui, donc c'est tout à fait correct. Oui, c'est tout à fait correct. Et Miss Poutine est un jeu qui a, si je compte le premier tirage, la première édition, parce que ça c'est la deuxième. La première édition a fait 9 000
Et ça, on doit approcher les 30 000 unités aussi. Ok, oui, donc c'est des bons chiffres. Oui, c'est fort raisonnable. Mais justement, on parle de chiffres. Aujourd'hui, c'est quoi votre locomotive chez Scorpion Masqué? Tu me disais 300 000 chez les cryptos. Oui, je pense que c'est Zombie Kids. Donc, je dirais le jeu qu'on vend le plus aujourd'hui. Je suis pas certain qu'il a dépassé... tu vois, La Chasse aux monstres, c'est un jeu qui, en combinant les ventes polonaises, parce qu'ils en vendent beaucoup chez Grana, doit avoir 450 000 exemplaires de vendus, mais on vend plus de Zombie Kids aujourd'hui. Oui, donc ça pourrait rattraper... oui. Oui. Je suis quelqu'un aussi qui n'a jamais eu comme stratégie d'affaires de miser sur d'acheter des billets de loterie. C'est-à-dire que de tout mettre les œufs dans un panier. Donc, on a plusieurs jeux qui fonctionnent. Zombie Kids étant le premier, sauf qu'on a des cryptos qui continuent de bien se vendre. Et on prépare une édition 5e anniversaire. On a entendu. Donc, on veut que ça continue à vivre, mais on aime bien. Je suis très heureux qu'on ait plusieurs jeux qui se vendent bien, plutôt que d'avoir un seul titre, d'être l'éditeur d'un seul jeu, en fait. Donc, Zombie Kids, des cryptos, Zombie Teens, Stay Cool, sont tous Chasse aux monstres, des jeux qui ont des ventes très, très, très décentes et qui continuent de bien fonctionner. Très bien. Il y en a un quand même que vous avez sorti en France, c'est Québec. Ouais. Québec qui est un jeu sur le Québec, on va dire d'une certaine manière, mais qui évidemment s'adresse à tous les publics. Alors, vente plus compliquée, celle-ci peut-être. Oui. Parce que c'est un jeu de gestion, mais alors co-édité avec Istari. Comment ça s'est passé ça? Alors, moi, 2008, ce sont les 400 ans de la ville de Québec. Ouais. La première ville française en Amérique du Nord. C'était un événement, évidemment. Et deux amis, Philippe Baudouin et Pierre Poisson-Marquis, développent un jeu sur les 400 ans. Et un jeu à la Istari, disons-le comme ça, parce que, en fait, 2008, c'était l'année d'anniversaire, mais ils ont commencé à travailler sur le jeu dès 2006, en prévision de ce 400e. 2006, là, on est en plein à l'époque où est-ce que Kélus est le jeu des jeux. Oui. C'était avant la sortie d'Agricola. On a Mykérinos aussi, qui était un autre jeu qui fonctionnait bien. Donc, Istari était vraiment le modèle de jeu. Et ils ont développé ce jeu dans cet esprit. Un jeu de majorité avec du placement d'ouvriers. Le jeu est signé chez un éditeur Philosophia, qui était connu ici pour faire les versions françaises de plusieurs jeux. De Pandémie notamment. Pandémie, oui. Même Catan un temps. Oui, oui, oui. Et malheureusement, les auteurs et l'éditeur n'ont pas été capables de compléter le développement du jeu. Parce que c'est ambitieux, ces projets-là. Ça demande énormément de travail. Et moi, je suis comme joueur un grand fan de Loup-Garou, tiens. Mais comme je suis aussi un grand fan de McGertz, des jeux comme Navigator, Concordia. Des jeux experts à l'allemande. Oui, j'adore Kélus, Agricola, ce genre de trucs. Et je n'avais pas d'enfant à l'époque, donc j'avais beaucoup plus de temps. Et j'ai dit à Pierre et Philippe, quand leur contrat s'est terminé chez Philo, tiens, moi je serais prêt à reprendre le développement, même si je publie des trucs à la Miss Poutine, là, un peu débiles. Faites-moi confiance, je pense bien comprendre ce qui fait l'intérêt de ces gros jeux de gestion et qu'on peut y arriver. Et donc pendant 6 mois, 8 mois, 10... Un truc comme ça, pendant plusieurs mois, tous les jeudis, on testait le jeu et je prenais des photos à plusieurs moments de la partie. Je faisais des tableaux Excel pour vérifier que chaque action était bien prise et que tout fonctionnait bien. Et c'était à Cannes en 2009 à peu près. J'ai pris rendez-vous avec Cyril Demag de Istari, le fondateur. Et quand je lui paie un café, je dis, bon, Cyril, comment on fait un jeu à la Istari? C'était le modèle. Comment on développe, comment on teste? Il a été extrêmement généreux. Pendant une bonne heure, il m'a donné des conseils, des trucs. Il m'a parlé de leur méthode. Et c'est comme ça qu'on a développé Québec. Et je pense qu'on est arrivé à faire un bon gros jeu à l'allemande, 90 minutes avec des petits cubes en bois. On avance dans le temps. On est à Nuremberg 2011, donc fin du mois de janvier 2011. J'ai le prototype de Québec qui est presque terminé. Mécaniquement, on a presque terminé. Et visuellement, c'est très avancé. Je croise Cyril Demag à Nuremberg. J'ai le proto sous le bras, puis il se souvient de notre conversation, et il me dit, ah ben t'en es où avec Québec? Ben je te le montre.
On se met à table et il y a Chantal Campagna, qui est une Québécoise qui travaille dans le monde du jeu, qui est là. On l'accroche, on s'assoit, on joue une partie à 3. Et à la fin de la partie, je vois Cyril et le body language un peu soufflé de... Je lui dis, hein, ça fait pas trop honte, ça fonctionne, ça serait digne d'être chez vous peut-être. C'est un peu prétentieux. Il dit non, mais carrément. Et donc, moi qui avais besoin d'un partenaire pour l'Europe, parce que j'avais pas de distribution très solide à l'époque en France, en Allemagne, c'est le genre de jeu qu'on espérait vendre en Allemagne. Évidemment, oui. Ben, on est devenu coéditeur sur le jeu. Et Parce qu'il y avait une petite gamme chez Istari de coédition, c'était la gamme Istari Plus, ça marquait, oui. Je crois, en dessous. Et effectivement, il en a fait partie, c'était même peut-être l'un des tout premiers, je crois, de cette série. Un des premiers, ouais. Et voilà, moi aussi, je suis très attaché aux jeux d'Istari de cette grande époque dans laquelle on découvrait un peu le jeu de société de notre côté. Keylus, Agricola, tout ça, c'est des jeux qui m'ont beaucoup parlé. Québec en fait partie également, c'est votre plus gros jeu? Oui, de loin. Une première partie va durer un bon 90 minutes. Oui. J'ai eu le plaisir, il y a peut-être 2 ou 3 ans, de le faire découvrir à mon groupe de joueurs, et qui est un groupe très figurine ou Gloomhaven. Vraiment, eux, là, c'est leur cam, le genre de truc avec les petits pouvoirs, et je gagne des niveaux, et je garde mon personnage, et j'avance. Moins jeu de gestion. Donc, Concordia, pour eux, je pense qu'il y en a qui auraient préféré remplir leur rapport d'impôt que de jouer à Concordia. Pourtant, Concordia, c'est relativement léger. Ouais, ou Navigator, peut-être, qui est un jeu de spéculation aussi. Et celui-là, je m'attendais pas à des miracles, mais encore une fois, ils ont terminé la partie et ils ont trouvé le jeu très frais. C'est un des petits miracles de Québec, de demeurer frais pratiquement 10 ans après sa sortie, auprès d'un public qui n'est pas amateur à ce point de cube en bois. Alors, donc, par contre, là, on vous a peut-être donné envie, mais il n'est plus édité. Il n'est plus édité. On a fini de vendre les derniers exemplaires. On a fait un tirage de 8000. Donc, oui, c'est déjà pas mal sur ce genre de jeu. Mais... Ben, on est une époque aussi, 2011, où les jeux se vendaient moins. Le marché était vraiment moins développé. Et donc, on a fini d'épuiser les 8000 exemplaires. Ce qui est pas mauvais non plus. Non. Donc, je suis très heureux de cette aventure. Je dirais qu'il est arrivé trop tard parce que sortir en 2008, il aurait été en plein à la bonne époque. Et sortir en 2011, je vais vous faire un jeu de mots, vous allez peut-être comprendre. Il a été éclipsé par un autre jeu chez Istari Plus. Bravo. Et je crois que le marché du jeu entre 2008 et 2011 s'est transformé et on s'est dirigé vers des jeux où le hasard était mieux accepté. Vous vous souviendrez peut-être, 2006, 2007, 2008, c'était des années où le hasard dans les jeux était presque banni. Oui. Il y avait même une caricature sur Board Game Geek. C'est un gamer, un joueur. Il est debout sur sa chaise et il hurle parce qu'il y a un petit dé en bas de la chaise, comme si c'était une souris. Et sa femme lui dit, là, fais-toi-en pas, c'est juste un peu de hasard. Et lui, lock! Le hasard était banni. C'était un défaut dans les jeux. Oui, et j'ai longtemps lutté contre aussi, moi, en faisant un peu de journalisme, en parlant des jeux, en disant que à chaque fois, il fallait réexpliquer à quel point le hasard, c'est générateur de plaisir. Et donc, 2008 sort Dominion, qui est bien apprécié des joueurs, et c'est un jeu dans lequel il y a quand même une part de hasard non négligeable. Et je pense que ça a été une façon de réintroduire le hasard dans les jeux de stratégie. Et Eclipse 2011, on a une année où est-ce qu'un jeu rencontre un succès monstre, alors que c'est quand même une mécanique qu'on pensait bannie pour toujours, de dire, j'ai mon petit vaisseau, je lance un dé et je dois faire 5 ou 6 ou plus pour te toucher. Ça, c'était un truc qu'on ne voyait plus. Et Québec, en arrivant en 2011, il était un petit peu trop tard, je crois. C'est mon analyse. Et est-ce qu'on a des chances de revoir un jour un jeu de cette taille-là dans votre catalogue, ou c'est vraiment pas le catalogue et c'est plus l'idée? Alors, c'est assez improbable au Scorpion Masqué de refaire des jeux comme ceci. Comme je vous ai dit, je n'avais pas d'enfant à l'époque. Ouais. Et je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, j'aurai le temps pour faire ceci, à moins de ne faire que ça. La bonne nouvelle, quand même, pour ceux qui aiment Québec, il va ressortir chez un éditeur allemand, Spielworks. Oui, bien sûr. Et qui ont fait la Granja, notamment. Oui, et qui vont refaire le visuel qui en avait besoin. Et changer, une petite fierté encore, ils vont changer une seule règle. Il y a un seul des pouvoirs qui va être modifié, mais le reste sera intouché. Donc, bon, très bien.
Voilà. C'est que le jeu a bien vieilli. On aura l'occasion d'en reparler dans nos futures vidéos. On reprend notre liste. Quel est le jeu sur lequel vous avez éventuellement un petit regret, quelque chose? On va commencer, Sylvain, pour laisser la parole à Christian après. Tu peux reprendre ton souffle. Alors moi je commence, parce que ce sera assez rapide, ce sera Zombie Kids Evolution, tout simplement parce que j'ai pas d'enfant et donc je suis pas le public cible, mais j'en entends beaucoup de bien sur le côté justement évolutif du jeu. Donc mon regret c'est simplement de pas être la cible et donc de pas passer à côté de ce jeu. Mais quelle honte! Mais oui. Moi c'est pour vous, parce que je trouve qu'on a assez peu parlé finalement de la légende du comment on le dit, Wendigo. Ouais. Ce jeu-là que j'ai trouvé très efficace, que je trouve très chouette. Il est sorti, alors je ne connais pas du tout le succès qu'il a eu, j'en ai aucune idée, mais on en a assez peu parlé finalement, et je l'aime bien, moi, ce petit jeu-là, qui était un des premiers dans lequel il y a ce graphisme très... un peu 3D, on va dire. Nikao, donc c'était peut-être le 3e à le faire, et j'aimerais saluer le travail, évidemment, de l'illustrateur Nicolas Francesco, Nikao, mais aussi de Manuel, qui est revenu faire travailler beaucoup les lumières. Et si vous regardez, c'est pas du tout... C'est très difficile parce que là, on est la nuit. Et il y a le feu de camp qui est une source de lumière. Il y a les fenêtres sur les côtés. Ouais. Il y a la lampe torche et même un peu... Bon, pas la lune, mais les yeux. Il y a plusieurs sources de lumière qui sont très différentes et tout ça fonctionne extrêmement bien pour donner à la fois l'impression d'être sombre, mais pas que ce soit repoussant comme boîte et que ce soit juste un truc noir. Et je trouve qu'il a été assez génial sur ces calibrages Manu. Et travail de la lumière. Je vois écrit Christian Lemay, là-haut. Oui, c'est moi l'auteur. C'est toi l'auteur du jeu, t'en as fait quelques-uns quand même. Je dois avoir pas loin d'une dizaine de jeux de publiés. Celui-ci s'est retrouvé sur la liste des recommandations du Spiel en 2018. C'était une belle aventure pour moi. Oui. Voilà, je suis heureux. Non, c'est super agréable. Voilà. Les récompenses, faut les prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des félicitations. Ouais. Alors, il a été traduit. Il a plutôt bien vécu. Il y a une traduction en japonais, en allemand, en espagnol. Mais c'est un thème qui est très nord-américain finalement, parce que nous, Oui. finalement, on ne connaît pas trop cet univers-là, et peut-être que sur un jeu pour enfants, il y a besoin d'avoir une identification à quelque chose qu'on connaît bien. Peut-être. On espérait que ça passe par les petits scouts, Oui. que le Wendigo, qui est une créature des légendes amérindiennes. En fait, on s'est dit qu'on invente une créature qui n'existe pas ou qu'on en prenne une qui existe déjà. Aussi bien en prendre une qui existe. Donc, c'était notre pari. Ça n'a pas été des ventes dégueulasses non plus. En France, on a dû en vendre à la louche une dizaine de mille juste pour la France, ce qui est pas mauvais. Au moins autant au Québec. Donc, c'est un jeu qu'on a dû vendre à 20-30 000 exemplaires, encore une fois. C'est bien. Mon regret, c'est un jeu plus récent, Master World, qu'on a sorti, qui a eu une superbe implantation. Les boutiques l'aimaient. Notre distributeur l'aimait, les commerciaux l'aimaient. Et les ventes ont été correctes, mais rapidement, elles se sont ralenties pour devenir très très minces aujourd'hui. Je pense que on s'est peut-être aventuré un petit peu trop loin visuellement sur la boîte. Les gens n'ont pas bien compris notre intention. C'est toujours un véritable calvaire de faire un jeu, d'illustrer un jeu qui n'a pas de thème. Oui. Ben, si ton jeu s'appelle Zombie Kids, ben, tu fous des zombies et les jeunes qui les combattent sur la couverture, ça va bien. Mais ici, on a un jeu qui repose sur les mots. On a voulu donner l'idée que c'était un jeu malin en faisant des images, une image un peu rétro, comme on l'avait fait avec Stay Cool, qui est un look assez rétro. Et comme ça a marché avec Momala. Oui. Qui a aussi ce type d'imagerie. Et j'aime bien, moi j'aime beaucoup l'illustration. Ben, nous aussi, mais j'ai l'impression en fait que c'est peut-être un plaisir d'esthète et que le grand public n'a pas compris la référence. Il a vu évidemment une référence à Mickey, mais ce n'est pas un truc pour enfants. Bref, le message était peut-être confus auprès du public et je pense que ça lui a nui à Master World. Mais les retours restent très bons, mais malheureusement, les ventes n'auront pas suivi, donc c'est un regret que j'ai sur ce jeu. On a parlé de Yellow, parce que Yellow, ça a été ton distributeur depuis le début, en fait, au tout début, jusque tard. Et ça a été très compliqué, non? Là, je sais pas si ça intéresse les gens, mais il y a des dimensions dans le monde des affaires qui sont compliquées des fois. Donc, depuis mon Québec natal, dès 2007, on avait un immense succès avec Je te gâche que. C'est un petit jeu d'ambiance qui est devenu Bluff Party
en France chez Cocktail Games. Oui. Et on en vendait jusqu'à 20-25 000 unités par année. Au Québec seulement, ce qui est immense. À l'échelle de la France, ça signifierait en vendre 200 000 par année. Alors, depuis Montréal, j'écris, je téléphone, mais à tout ce qui est distributeur en France, et soit on me répond pas, ou soit on me dit non. Et évidemment, j'étais prêt à changer tout le visuel et le titre, mais bon, ça ne faisait pas. Et donc, je suis passé par Cocktail Games sous licence pour que le jeu soit diffusé en France. Et je me rends à mon premier SN en 2008 et je croise par hasard les gens de Ferty qui tombent sur Où étiez-vous, qui est un jeu qu'on venait de faire paraître au Québec et qui est devenu à l'heure du crime en France, en coédition avec Ferty. Et donc, Ferty accepte de coéditer à l'heure du crime et de distribuer le reste de la gamme. Donc, ça a été mon premier distributeur. Et en 2012, on est passé chez Yellow, avec qui on a fait 6 ans, je crois. 6 ans. Et en 2018, du coup, vous êtes passé chez Asmodée, c'était ça? Exactement, on est passé chez Asmodée. Et puis, dernier épisode, oui, pardon. Ben oui, le dernier épisode, Vous êtes passé maintenant chez Hachette. Alors, c'est plus que passé chez Hachette. Oui. Hachette vous a racheté. Voilà. Tu te doutes que tu es le premier à faire ce gag. Mais pas du tout. C'est pas du tout. Regarde, d'ailleurs, j'ai fait une photo de le tableau qui était chez toi. J'ai un petit côté paparazzi, je m'étais glissé par la fenêtre et j'ai fait une petite photo des raisons, parce que forcément ça n'a pas été facile de peser les pour et les contre, de savoir est-ce que j'accepte l'offre d'Hachette pour rejoindre leur... Donc il y avait plein de contre, l'indépendance qui était perdue, parce que vous imaginez ce que c'est que d'être acheté, le risque de tout changer, est-ce qu'il y a une perte de liberté, tu nous répondras. La propriété de ta boîte, tu n'es plus propriétaire de ta boîte, tu es salarié aujourd'hui. Oui. Mais quand même, le pour qui l'a emporté, acheté par Hachette, forcément, c'est rigolo. C'est rigolo. Bon, c'est de toi ça, hein, c'est pas de moi, moi je me suis permis. Oui, c'est mon écriture d'ailleurs. On la reconnaît immédiatement. Mais tu livres beaucoup d'informations sur l'envers du décor, j'ai trouvé ça sur ton site. Découvrez l'envers du décor, abonnez-vous à c'est quoi, c'est une newsletter? Ou on appelle infolettre au Québec. Exactement. Abonnez-vous à la newsletter pour pouvoir avoir toutes les informations que tu fais depuis très longtemps, parce que tu faisais des posts à l'époque sur Trick Track, maintenant directement sur ton site, où tu racontes et tu donnes des chiffres. Oui. On peut vous les donner aujourd'hui, mais en fait, Christian les donne très régulièrement. Chaque année, chaque début d'année, tu fais un bilan de tes chiffres d'affaires, du nombre de jeux que tu as vendus. Tu nous as dit d'ailleurs dans la dernière que ça serait plus compliqué à faire maintenant parce que les calculs sont plus complexes dans une structure telle que ça existe aujourd'hui. Oui, je suis très naïf, moi. Donc, le chiffre d'affaires d'une année, c'était les factures entre le 1er janvier puis le 31 décembre. Mais bon, les vrais comptables, ils font autrement. Parfois, il y a des dépenses qu'il faut ramener sur une année. Bon, alors, dans le futur, ce sera beaucoup plus compliqué de diffuser le chiffre d'affaires parce que il ne sera plus calculé de la même façon, donc les comparatifs ne seront plus les mêmes. Bon, bref. Voilà, mais vous pouvez retrouver quand même le récapitulatif de l'année 2021 du Scorpion Masqué sur le site, dans les articles. Vous avez la possibilité de lire plein de choses, c'est passionnant à chaque fois. Et donc comme tu aimes bien nous parler de tout ça, ce rachat, qu'est-ce que ça représente pour toi? La compagnie avait atteint une certaine taille. Oui. Je n'étais plus aussi confortable, parce que je l'ai dit toujours à la blague, moi j'ai une maîtrise en poésie, c'est ma scolarité. Et donc, j'étais pas destiné à être un homme d'affaires. Je l'étais presque par dépit parce que je voulais développer des jeux, mais ce poste n'existait pas au Québec. Donc, j'ai fondé une compagnie pour pouvoir le faire. Il n'y a personne dans ma famille qui est en affaires. J'avais pas de modèle. Et on a plein de points communs. Hein. Tu vois, je suis pas si mal, moi, avec mon goût pour la poésie. Et donc, la compagnie avait atteint une taille que je n'avais plus le même plaisir à gérer. Et il y avait de la pression, il y avait beaucoup d'incertitudes. On était en plein COVID. Et puis, j'ai donc eu envie de vendre pour passer les rênes à quelqu'un d'autre ou à une autre entreprise, à un autre groupe. J'ai laissé savoir à certaines entreprises que je n'ai pas le droit de nommer parce qu'il y a des contrats et des machins et des avocats qui s'en mêlent, que j'étais intéressé de vendre. Et au moins une d'entre elles s'est manifestée comme intéressée. Une seule? Au moins une. Au moins une. Peut-être plus. On ne saura jamais. On ne saura jamais, mais. Et Hachette m'a fait une offre intéressante et notamment pour la transition. Parce que, on ne se mentira pas, on regarde le montant qu'ils offrent, disons les vraies choses,
Mais moi, je voulais savoir quel était le sort réservé à la compagnie, aux employés, quel était le plan pour reprendre les responsabilités. Parce que c'est beau de dire, oui, oui, Christian, fais-toi-en pas, on va s'occuper de tout. Mais j'ai dit, non, non, dites-moi de quelle façon vous allez reprendre la comptabilité, les ressources humaines, le légal, la logistique, toutes ces choses-là. Et Hachette a proposé ce plan où le groupe Randolph ferait partie de l'aventure. Et aujourd'hui, Randolph est un actionnaire minoritaire de Scorpion Masqué. Et Hachette est un actionnaire aussi de Randolph. Donc, on occupe les mêmes bureaux. Donc, ça, c'est une photo littéralement du mur qui est à ma droite quand je travaille. Aujourd'hui, Randolph, qui est une grande structure, qui est un grand groupe, plus connu, je pense, que Scorpion Masqué, même dans le monde du jeu au Québec. Oui. C'est 7 bars à jeux, des pubs ludiques, comme on dit chez nous. C'est une maison d'édition qui fait l'hostie de jeu, votre blanc manger coco. Oui. C'est de la distribution. Et c'est une boutique en briques. Et c'est des services d'animation en entreprise et chez les gens. Donc, c'est très grand. On est un bureau. Aujourd'hui, je pense qu'on est 35 personnes à travailler à cet endroit. 4 comptables. c'est vraiment... Et c'était le plan qu'on m'avait proposé. J'ai signé. Parce que je trouvais que ça permettait de sécuriser tout le monde. Les gens du Scorpion, j'étais attaché. Il y a des gens... Je me suis rendu au mariage d'Hélène, qui est une de nos employées. Manu, c'est un ami que je vois toutes les semaines. Donc, il n'était pas question de laisser ça aller. Donc, il y avait un plan de relance, de reprise qui me plaisait bien. Parce que vous êtes combien juste chez Scorpion Masqué? Nous étions 6 à travailler à temps plein au Scorpion, ce qui, pour une petite structure, est pas trop mal, en fait. Oui. Et aujourd'hui, ben, voici l'équipe Scorpion Masqué. Là, j'en ai trouvé 6. C'est sur votre site internet. Oui. Et c'est toujours le cas? Toujours 6? Nous sommes toujours 6. Il manque Sébastien Bizot, en fait. Ah, bah c'est sur votre site, hein, donc il faudra compléter le site internet. Il me semble qu'il y est. On vérifiera. Donc, il y a moi, il y a Matthew, qui est bilingue, mais qui est de naissance anglophone, donc qui nous sert beaucoup sur la traduction, et aussi beaucoup sur les questions culturelles américaines. Vous avez peut-être entendu parler du mouvement woke. Oui, bien sûr. Et il y a des sensibilités qui se sont transformées très rapidement, et il y a des sujets tabous qu'il faut prendre avec délicatesse sur le marché américain. Donc, il nous aide beaucoup avec ces affaires. Chantal, sur la droite, Chantal Kenville, qui travaille dans le milieu du jeu depuis, je pense, une trentaine d'années, mais je ne veux pas la vieillir, donc elle me pardonnera si je me trompe dans le nombre d'années. Elle remplace Carl Brière, qui était notre directeur des ventes et qui aujourd'hui s'est consacré à Synapse Games, sa propre compagnie, qui a fait le jeu Quattle. Vous avez Joël Bounic, qui nous a rejoint très, très, très récemment, qui est responsable du marketing. Et comme je vous ai dit, pour la première fois en 15 ans d'existence, le Scorpion Masqué a une personne responsable marketing. Parce qu'avant, c'était la patate chaude qu'on se relayait. Donc Sébastien Bizot, qu'on va rajouter. Sébastien Bizot, graphique et motion designer. Oui. Et puis Hélène Vigneault, qui est à la logistique. Et sur cette équipe, donc, il y a Manuel, Joël et Sébastien qui sont d'origine française, qui sont des expats au Québec. Et c'est une super équipe. Je suis choyé d'être aussi bien entouré. Et tu as une vision de l'avenir, là, sur les années qui viennent? Ben, on a des jeux signés pour 2024. Oui, c'est plutôt bon signe. Il y aura des jeux en 2024. Oui, oui, oui. Et sinon, on me pose cette question-là des fois, mais le Scorpion Masqué est un éditeur de jeux et on va continuer à faire les meilleurs jeux possibles. Oui, mais ça bien sûr. Mais en fait, c'est rigolo parce que cette question, on la pose régulièrement, notamment dans les périodes de rachat. On demande toujours, est-ce que vous savez si la boîte va continuer, comment ça va continuer, quels sont tes projets personnels? C'est des questions qui sont naturelles. Mais en fait, on pourrait les poser toujours à tous nos intervenants, parce que le fait d'être propriétaire ou de ne pas être propriétaire ne change rien sur nos évolutions personnelles et nos envies parfois de faire autre chose. Mais je te la pose parce qu'on est curieux en fait de savoir. Tu m'as dit que tu avais dégagé plus de temps personnellement pour souffler aussi, pour profiter de la vie. Ben, la vente me permet de travailler un peu moins, donc aujourd'hui je suis à temps partiel. J'ai repris le piano. Je fais pas la vaisselle le soir quand j'ai mes enfants, mais je la fais pendant la journée alors qu'ils sont à l'école. C'est ce genre de petites choses, mais juste vivre plus lentement. Je lis plus. Je fais davantage d'exercices parce que mon corps vieillit un peu, il faut le maintenir. Je fais plus de disc golf. Donc, tout simplement. Et j'ai songé peut-être faire une
petit diplôme en musique. C'est un projet que j'ai qui se fera probablement pas, mais bon, c'est le genre de choses auxquelles je réfléchis. On en reparle la prochaine fois que tu viens sur le canapé, on va voir si ça a évolué. Si nous, Bon. on prend des notes, hein, et on a hâte de te reposer des questions sur tout ça. Ça me fait envie, en fait, hein, parce qu'on a le même âge, donc j'aimerais bien aussi souffler un petit peu. On va y réfléchir. Il faut que je revende à Hachette. Voilà. Donc, Manuel Sanchez, aujourd'hui, il était directeur créatif. C'est notre premier employé à temps plein au Scorpion Masqué. Et aujourd'hui, c'est lui le chef de studio de Scorpion Masqué. Donc, s'il y a une réunion entre toutes les maisons du groupe Hachette, c'est lui qui nous représente. On va choisir... En fait, quand Manu est arrivé, rapidement, on a établi ceci que quand on développe un jeu, des mécanismes, ou qu'on développe une image, une couverture, quoi que ce soit, si l'un des deux n'est pas d'accord, on ne le fait pas. Entre vous deux. Donc, Entre nous deux, oui. ouais. Et ça continue comme ça. S'il me propose une couverture et que je trouve que c'est un risque parce que je n'aime pas ça pour telle et telle raison, on va trouver une nouvelle proposition. Et même chose pour les mécanismes. Donc, c'est un très bon ami. Et puis, c'est quelqu'un de très brillant qui nous a amené plus loin au Scorpion. Vraiment, ça a été d'abord lui qui a refait le logo. Donc, on est passé soit d'un éditeur de jeux de rôle ou d'un groupe rock metal à un éditeur de jeux de société, du moins dans l'identité visuelle. Et puis, beaucoup aidé oui, voilà. Beaucoup aidé sur justement l'aspect direction artistique. Je pense qu'avec les moyens, l'expérience et le bagage que j'avais, j'ai fait une job correcte. Ben maintenant, on fait beaucoup mieux. Alors là, tu parles du logo, justement. Pourquoi le nom Scorpion Masqué? Donc, plusieurs heures de brainstorm pour arriver à Scorpion Masqué. Il y avait dans le palmarès les éditions de la Comète, parce qu'il fut un temps au Ultimate Frisbee où je courais vite, mais ce n'est plus vrai aujourd'hui, mais bon, on m'appelait la Comète. Et il y avait Planète Jeu, parce que la Terre c'est la planète bleue, donc Planète Jeu. Finalement, le jeu de mots était pas génial. Il y avait les éditions du Rhinocéros, parce que j'aime beaucoup Ionesco. D'accord. Et puis Rhinocéros, c'était une pièce que j'enseignais en classe. Et au Québec, il y avait à peu près rien qui se faisait dans le monde du jeu. Il y avait une maison d'édition qui s'appelait Gladius, mais ils prenaient des jeux télé, ils en faisaient la version jeu de société. Mais c'était pas très moderne, disons, ce qu'ils faisaient à l'époque. Donc, il y avait beaucoup de portes à défoncer. Sauf que c'était un peu quand même agressif. Alors, je me suis dit, tiens, on peut se recentrer sur un personnage, un animal, un héros. Et un insecte, ce serait sympathique. Le scorpion, c'est cool. C'est cool quand même, un scorpion. Hein? Il y a un petit côté malin, un petit côté dangereux. Sauf que justement, il est répugnant, il est effrayant, le scorpion. On n'a pas envie de le prendre avec nous. On ne peut pas le serrer dans nos bras. Pauvre petit scorpion. Donc, ça me prenait un adjectif, quelque chose pour contrebalancer. J'avais toujours cette idée de personnage et de super-héros. Donc, il peut avoir une cape, le scorpion. Mais non, les super-héros, ils ont un masque. Donc, je me souviens très bien, j'étais dans le cadre de porte du salon. Et j'ai prononcé Scorpion Masqué. La Terre s'est arrêtée pendant 3 secondes. J'ai dit, c'est bon, on a trouvé. Et bon, dans Scorpion, tu as Score. Ah oui, il y a Pion. Ah, c'est incroyable. Il y a Quai. Et oui, et Ma. Ouais, non. Et, voilà. Et pour l'anecdote, si on veut compléter, donc quelques années plus tard, je deviens papa. Mon premier enfant, Philémon, naît à la fin du mois d'octobre, ce qui en fait un scorpion. Scorpion, ouais. Oh. Pas que je crois tellement à l'astrologie, mais bon. Et il est surtout né le 31 octobre, le jour de l'Halloween. Avec un masque. Le jour où les enfants portent des masques. Donc, Philémon est un scorpion masqué. Mais donc, après coup. Et donc, tu nous disais en off, tous les jours, il est obligé de porter un masque pour vraiment que la oui, il n'a méthode jamais vu perdure. son visage. Il n'a jamais enlevé le masque. Jamais. Ouais. N'importe quoi. Merci Sylvain. Eh ben, on arrive tranquillement à la fin de cette émission. On a parlé de pas mal de choses. Le temps est passé très vite, comme à chaque fois qu'on enregistre. Il y aurait tellement de choses encore à raconter. Je sais que tu es capable de tenir encore 2-3 heures pour nous raconter beaucoup de choses. Il faudra que tu reviennes. Ouais. Il faudra que tu reviennes pour compléter cette anecdote. L'année prochaine, l'année 2023, pardon, je suis en avance, se présente bien.
Vous Oui. connaissez les 2 ou 3 jeux qui vont sortir? Je connais tous les jeux. Est-ce que je vais m'en souvenir parce que on aimerait bien sortir une boîte de flashback. Oui. Une deuxième, du coup. Une deuxième, oui. On va Le jeu avoir de l'été. le jeu de l'été. Avec peut-être Antonin Bocara aux Avec manettes. peut-être Antonin Bocara. On aurait Turbo Kids, qui est un jeu de course à l'aveugle en équipe. Donc, les yeux bandés, il faut tracer au feutre. Il faut rester à l'intérieur d'une piste qui a été tracée sur un papier. Et il faut compléter le tracé plus vite que l'équipe adverse. Je suis certain que je suis en train d'oublier quelque chose. Mais il devrait y avoir un premier jeu en financement participatif l'an prochain au Scorpion Masqué. Là, je préfère mic drop. Mais on peut en parler 1 ou 2 minutes si jamais ça vous intéresse oui. chose. Ah oui. Donc l'an prochain, normalement, à pareille date, fin du printemps, début de l'été, il y aura un jeu en financement participatif au Scorpion Masqué. Un jeu évolutif, mais cette fois-ci pour adultes. Donc, qui dit financement participatif dit plus de matériel à l'intérieur, des surprises, des choses qu'on ne peut pas faire sans le financement, peut-être. Voilà. Donc, le jeu qu'on aimerait faire, c'est un jeu... Il n'y aura pas 200 000 figurines, il y en aura probablement une seule. Donc, ce qu'on veut vous vendre, ce n'est pas du plastique. Ce qu'on veut vous vendre, c'est un gameplay extraordinaire. Et on veut surtout un jeu qui sera évolutif très longtemps, c'est-à-dire que vous n'aurez jamais fini de découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur, ou presque, parce qu'évidemment, il y a une limite physique. Mais développer tout ça à la quantité d'illustrations que ça prend, le temps, il y a un coût fixe qu'on ne peut pas retirer, et que si on le distribuait sur les jeux, ben, ça ferait des jeux qui seraient extrêmement chers. Parce que, n'en soyez pas choqués, mais nos jeux, pour les vendre, ben, il faut qu'on fasse un peu d'argent, sinon on arrête d'en faire. Et on veut que le jeu aussi, il ait une vie en boutique. Parce que bien des projets KS ou GameFound ont une vie seulement en vente directe. Mais nous, depuis le début, les boutiques, et je les remercie, elles sont extraordinaires avec vous, avec nous, elles poussent, elles promeuvent nos jeux, elles les font connaître. Et on veut donc que ce jeu ait une vie en boutique, mais on ne pourrait pas vendre ce jeu-là à 140 €. C'est pas vrai, avec toute la chaîne que ça prend. Et le financement participatif sert à éponger ce coût fixe de développement pour pouvoir proposer un jeu évolutif pour adultes qui va tenir dans les, je sais pas moi, 60-70 €. Mais, ah oui. Oui. Ah oui, donc c'est un vrai projet ambitieux. Hein. Oui. Et on aimerait donc proposer un jeu distinct de ce qui se fait déjà, comme on a l'habitude de le faire. Donc, contrairement à tous ces monstres qu'on retrouve sur Kickstarter qui prennent 1 heure à mettre en place, 2 heures à expliquer et 14 heures à jouer, on aimerait un jeu qui se met en place en 1 à 2 minutes et qui se joue en 30 à 40 minutes maximum pour que, un peu comme vous avez eu le plaisir pour Zombie Kids et Zombie Teens, vous puissiez enchaîner les parties, parce que chaque fois que vous découvrez un nouveau truc et remettre le jeu en place, ça prend 2 minutes, puis on en refait une autre, et dans une soirée, on peut facilement enchaîner 3 parties. C'est ce qu'on aimerait vous proposer. Voilà, l'an prochain. Avec donc une licence à surveiller l'an prochain en financement participatif. Oui, avec peut-être une licence, mais je n'en dirai pas plus parce qu'on me trancherait la gorge. D'accord, on découvrirait ça un petit peu plus tard. Vous avez eu une annonce. On est évidemment, on rentre ça dans un petit coin de notre cerveau et on attendra avec impatience d'en savoir plus, même nous, hein, de savoir comment ça fonctionne. J'ai cru comprendre qu'il y avait du beau monde derrière ce jeu, qu'il y avait des auteurs un peu connus. Oui. Là aussi, on ne peut pas en dire plus pour l'instant. On n'en dira pas plus. Et le jeu que j'ai oublié pour l'an prochain, voilà, je savais, Sky Team de Luc Raymond. Oui, qui est un jeu, tu as joué hier soir, un jeu coopératif pour 2 joueurs où il faut faire atterrir un avion. Très surprenant ce jeu, avec vraiment des sensations auxquelles on n'est pas habitué, un petit système très malin, 2 joueurs. Oui. Un jeu 2 joueurs. C'est notre premier jeu uniquement pour 2 joueurs. Avec une part de hasard, mais de la stratégie, il faut s'adapter. Enfin bref, celui-ci, ça devrait surprendre pas mal de monde. Vous aurez l'occasion de le découvrir également, j'imagine, assez rapidement. Nous, on les a découverts déjà, ces jeux, donc on aura matière à faire des petites présentations, éventuellement, et puis de vous en reparler sur notre chaîne. Abonnez-vous, c'est le moment où on dit aux gens de s'abonner. Merci beaucoup, Christian. Merci de votre accueil, c'est vraiment un endroit extraordinaire. Quand je suis arrivé hier, j'avais le menton à terre, c'est fabuleux. Merci. Voilà. Il y a des mouches.
Non, des- des oh. guêpes. C'était des guêpes. Mais non, mais là, c'est tu peut-être viens de... maintenant Quelle qu'on révèle. aventure, hein. Oui. Oui. Peut-être maintenant qu'on révèle que la mouche, en fait, c'était une guêpe. Voilà. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne d'un monde de jeu pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit à bientôt. À bientôt.